Alors, en principe, on remercie nos chairman, mais m'inviter à une session de focus, je ne sais pas si je vais les remercier. Alors, on va essayer de relever le niveau. Après la feuille, il nous a fait descendre à moins 700 mètres. Donc, on va revenir au plancher des vaches. Donc, je vais vous essayer de vous parler de l'HT1 d'effort. On va essayer de voir un peu ce qu'il faut. Donc, très vite sur les conflits d'intérêts, je n'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus. Et si vous revenez l'année prochaine, vous savez que les conflits d'intérêts, il y a l'argent, il y a d'autres bénéfices mais qui sont liés à l'argent, et il y a le pouvoir, et donc on parlera l'année prochaine de la polémique entre Mabillon et l'abbé de Rancé, juste pour vous dire qu'il y a 3 siècles, on était plus intelligent que la haute autorité de la santé. Alors, sur ce sujet précisément, avant de traiter, il faudrait savoir ce qu'on traite, et le plus difficile en fait c'est de savoir si on traite quelque chose de précis, et très souvent il faut revenir aux sources pour prendre les moins mauvaises décisions. Alors définition, déjà vous voyez qu'il y a un problème puisque vous avez un S, et donc ça c'est très difficile. Qu'est-ce que c'est qu'une hypertension d'effort? Comment je vais la définir? Et bien d'abord je vais avoir beaucoup de mal parce que je ne sais pas la mesurer. Donc on revient à la polémique, enfin pas la polémique, les très bonnes idées qui ont été faites sur l'échographie d'effort hier. On ne sait pas bien mesurer au pic de l'effort. Donc est-ce qu'il faut vraiment s'attacher au pic de l'effort ou se mettre à un autre niveau? Et au niveau du travail statistique, de l'analyse qui va être faite, il est certain que si vous vous mettez à un niveau intermédiaire, donc vous serez plus confortable pour faire vos mesures. Et surtout, le statisticien sera beaucoup plus confortable parce que vous aurez amené toute la population étudiée au même niveau. Et donc, vous n'aurez pas à faire une corrélation sur le niveau. Vous échapperez ainsi à une grosse difficulté dans l'analyse et l'interprétation. Donc là, c'est un débat et j'invite nos amis échographistes à profiter de toutes nos erreurs. Donc sur ce petit résumé, vous voyez qu'ici, vous pouvez prendre le 90e ou le 95e percentile, donc ça va déjà être très différent, ou vous mettez un seuil intermédiaire, donc là vous n'allez pas prendre le 90e percentile, mais le 80e, ça c'est Framingham. Vous regardez les chiffres ici, et vous allez voir que 210, 210, 216, 222, 228, c'est en fonction de l'âge, et vous voyez que c'est aussi en fonction du sexe. Vous n'allez pas définir et mettre le même seuil si c'est un homme ou une femme, et ça c'est très important. Donc tous les papiers, on vous dit 200, on vous dit 210, on vous dit 180, on ne fait pas de distinction, pourtant la distinction est vraiment énorme et très importante. Et donc il faudrait d'abord savoir, et vous verrez que dans tous les papiers c'est jamais bien déterminé, si je veux étudier ce qui est une sécurité, j'ai un sportif, il va monter à 230 sur mon épreuve d'effort. Est-ce que c'est raisonnable de le laisser à 230? Est-ce qu'il faut que je lui mette un traitement pour qu'il soit à un niveau qui me rassure moi? Je ne sais pas si ça va rassurer le patient, mais me rassurer moi, c'est déjà pas mal. Ou est-ce que j'étudie une réponse hémodynamique anormale? Et en général, quand vous mettez un palier intermédiaire, c'est ça qui va répondre. On va faire de l'épidémiologie, on va faire de la physiopathologie, et on ne répond pas à la question du médecin du sport. Et donc, je vais vous décevoir, je ne vais pas y répondre. Donc quel effort? Vous savez que si c'est un effort longitudinal, la systolique doit monter, la diastolique devrait descendre, elle ne devrait jamais monter, et c'est déjà pas du tout la même chose si vous faites un effort statique, et c'est encore plus compliqué que ça, parce que si vous faites un groupe musculaire important, vous avez une vasodilatation, et donc le pic tensionnel attendu ne va pas être le même que si vous avez un groupe musculaire peu important. Vous voyez la différence sur le pic systolique. Donc déjà tout ça est mélangé, et donc vous comprenez pourquoi on aura du mal à répondre. Et comme vous êtes des médecins du sport, à la fin vous allez oublier tout ce que je vous ai dit, vous allez essayer de reprendre soit sur le terrain, soit avec une épreuve d'effort adaptée pour voir quelle est la tension de votre athlète et qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, la répartition par sexe, vous voyez qu'elle est très différente, même sur les paliers faibles. Là, en deuxième palier du Bruce, c'est Framingham, donc c'est l'étape de la loi, et vous voyez la répartition qui est extrêmement différente. Ce qu'on a dit sur la pression, c'est la même chose que sur la fréquence, puisque tout est lié. Tout est lié, et si vous dites j'ai du mal à le prendre pendant l'effort, j'ai du mal à quantifier l'effort, par contre, quel que soit l'effort, je vais avoir ma récupération, je suis beaucoup plus confortable pour mesurer, et on retrouve tout ce qu'on a dit à l'effort
quelle que soit la constante mesurée, on le retrouve dans la récupération, la fréquence, la pression, l'échographie, etc. Vous avez le même schéma de pensée. Et ça, ici c'est Framingham, il y a eu Singh et Lewis, et ils ont étudié la récupération, et c'est ce qui marche le mieux, parce qu'en fait c'est là où vous avez moins d'erreurs de mesure, et donc ça va être plus robuste que les autres techniques de mesure. Alors ça c'est un très beau papier, un papier israélien qui était amusant. J'avais recherché pour autre chose. Si vous dites une réponse anormale à un effort, c'est une sorte de préhypertension, et c'est une sorte aussi d'hypertension masquée, et ils ont eu la curiosité, donc j'étais très jaloux parce que moi je n'avais pas eu avant eux, la curiosité d'aller voir si les gens qui avaient une réponse un peu exagérée à l'effort, ce n'étaient pas des hypertensions masquées, pression normale, et quand je prends une autre technique de la mesure, je trouve une pression anormale, donc HTA masqué. Donc il y a un papier qui est trouvé plus HTA masqué, 3 autres papiers qui ne le retrouvent pas, celui-là est mieux fait, et il ne retrouve pas plus d'hypertension masquée dans cette population-là. La deuxième chose qui était très intéressante, ils font un profil tensionnel d'effort tous les ans. Donc ils ont un petit pool de personnes à qui ils ont eu 1, 2, 3, 4, 5 épreuves d'effort, 5 profils tensionnels, et vous voyez qu'il n'y a que 20% des patients qui, sur l'ensemble des épreuves d'effort, ont cette hypertension. Donc la reproductibilité est extrêmement faible. Donc vous ne précipitez pas à traiter quelque chose tant que vous ne l'avez pas au moins reproduit une deuxième fois. Papier très intéressant parce qu'avec les pompons c'est toujours meilleur. Donc ici c'est avec les pompiers. Ils ont regardé une population de pompiers, c'est l'équipe de Paolo Alto, et c'est très intéressant parce que si vous regardez la puissance atteinte, ceux qui ont fait moins de 12 mètres, eh bien si vous prenez en univarié, c'est dans les gens qui atteignent la plus faible puissance que vous avez le moins d'hypertension à l'effort. Un RR à 0,45. Donc ça protège. Et donc vous voyez donc tout de suite que c'est pas possible et qu'il faut interpréter forcément une hypertension d'effort sur le niveau produit. Et donc là, c'est plus protecteur, mais vous en avez 2 fois plus quand vous avez ramené sur l'effort produit. Et ce truc qui est évident, c'est dans aucun papier. Alors pourquoi on a pris la pression? Parce qu'il faut toujours revenir aux sources. On a pris la pression parce que si elle ne monte pas, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous voyez que le groupe 4 ici, c'est ceux qui ont monté de plus de 76 mm par rapport à la pression de départ. Si la pression ne monte pas, c'est qu'il y a un obstacle pour faire monter cette pression. Le premier obstacle, c'est une insuffisance coronarienne. Plus elle monte, mieux ça va. Donc, be happy, don't worry s'il y a une hypertension d'effort. Donc ça, c'est la même chose. C'est un autre papier repris autrement. C'est des gens qui vont avoir une scintigraphie. Et vous voyez que les hypertendus à l'effort ou les normotendus à l'effort, c'est bon, et c'est les hypotendus qui ne vont pas. Et si vous regardez, quel que soit le niveau d'effort, vous regardez le score, la scintigraphie, vous regardez la coronographie, vous ne voyez pas de différence pour chaque niveau scintigraphie et la prévalence à la coronographie entre ceux qui ont une réponse anormale ou pas à l'effort. Donc ce n'est pas un marqueur de risque, c'est même un marqueur de protection. Je vous ai bien sûr dit que l'importance de l'effort c'était capital, et vous le savez, donc ça c'est le papier principal de New England 2002, il y avait des papiers avant, mais c'est ça qui a sacralisé. Plus vous faites d'efforts, moins vous avez de problèmes, et donc la durée d'effort, l'intensité d'effort est l'indice protecteur. Le dernier que j'avais vu, on l'avait shooté à l'AHA, donc là c'était chez des pré-hypertendus. Je passe très vite, et donc la courbe ROC, c'est toujours la plus importante. Est-ce que c'est discriminant? Vous voyez que le diabète, c'est pas du tout ça qui va vous parler. Une courbe ROC à 0,50, c'est vraiment mauvais. Et vous voyez que la capacité d'exercice, 0,75, c'est le plus puissant élément déterminant pronostic quand vous faites une épreuve d'effort, c'est la durée de l'effort. Donc de façon chiffrée, on le retrouve à peu près partout. Donc vous avez 4 niveaux d'effort. Vous voyez ce que vous gagnez par rapport au plus mauvais. Et donc, si vous le chiffrez pour 1 mètre, alors c'est pas 1 mètre gagné, parce que c'est toujours ça qu'on dit, parce que ça n'a jamais été démontré. Je suis à un tel niveau, je fais gagner 2 mètres, est-ce que je vais monter dans le pronostic? Non, c'est un T0 en épidémiologie. Vous regardez votre population, si cette population vous produit 10 mètres, elle aura un bien meilleur pronostic que celle-là, mais on n'a pas démontré que
interagir et modifier la donne allait donner, ça va donner du bénéfice, on n'a pas de doute, mais est-ce que ça allait donner tout le bénéfice qui a été vu dans l'épidémiologie? Alors, les vieux papiers, c'est ça, c'est Mundal. Donc, Mundal, pendant des années, dans ses hypertendus, a fait ça, et vous avez tous retenu, parce que sinon, c'est pas possible, que l'hypertension d'effort, ça allait prédire le nombre d'hypertendus qui allait advenir après. Donc, l'analyse de la cohorte, elle est 7 ans après, et déjà, ils avaient retrouvé ça. Ils l'ont publié à 16 ans, à 21 ans, à 25 ans. C'est robuste. Mais ce qui est amusant, je vous ai pris que cette diapositive. Vous voyez que plus la pression de repos était élevée, plus vous aurez d'hypertendus. Mais vous voyez que ceux qui avaient une hypertension d'effort, 7 ans avant, ils auront une hypertension d'effort plus faible 7 ans après, parce que c'est une très belle régression vers la moyenne. Une très belle démonstration de régression vers l'effort. Donc si vous prenez 21 ans, là c'était le plus démonstratif, ceux qui ont une hypertension d'effort ont un plus mauvais pronostic. Et si vous analysez en multivarié les pressions avec dans le modèle les autres méthodes de mesure de la pression artérielle, avec ou sans les autres méthodes de la pression artérielle, vous voyez que la pression max ne sort absolument plus. Et donc c'est la pression de repos ou la pression à 100 watts, mais elle est exactement le même. Donc vous avez au bout de 21 ans absolument rien gagné, puisque la pression de repos, 21 ans avant, vous avez déjà donné l'essentiel de l'information. On le revoit dans Framingham, donc ceux qui ont une pression à l'effort plus élevée, un moins bon pronostic, et quand vous faites en multivarié, que vous ne mettez pas tout dans le modèle, il n'y a finalement que la diastolique de récupération qui est la mesure la plus robuste, c'est-à-dire si vous avez l'ensemble de toutes vos mesures, vous regardez que la diastolique en récupération et vous avez le maximum d'informations. On retrouve ce papier-là qui a été fait sur la lipide recherche qui retrouve exactement les mêmes données. Alors, est-ce que je vais traiter? Eh bien, vous savez qu'un médicament, surtout chez un sportif, n'a rien à voir dans le corps de ce sportif. Vous ne devez pas, jusque vraiment une obligation, vous ne devez pas mettre de médicaments parce qu'il y a toujours des effets latéraux que vous n'avez pas toujours soupçonnés. Pourquoi traiter? Un sportif, il veut être performant, et tous les traitements, dans le bénéfice-risque chez un sportif, vous risquez d'avoir un abaissement de la performance. Chez l'hypertendu, l'hypertension artérielle va diminuer la performance. Et donc vous espérez qu'en traitant l'hypertension artérielle, vous allez regagner en performance. Mais devant une hypertension artérielle isolée, vous n'êtes pas du tout sûr que vous êtes en pré-hypertension au pire, si je puis dire, et vous n'êtes pas du tout sûr que vous avez eu un abaissement de la performance. Donc votre bénéfice-risque, il va déjà être relativement très mauvais. En plus, ce qui vous intéresse, nous, en tant que médecins du sport, c'est vraiment notre pic. Et le seul médicament qui puisse avoir une action spécifique sur le pic de l'hypertension, ce sont les bêta-bloquants. Les autres vont faire une simple translation, la pression de repos baisse, la pression aux efforts intermédiaires baisse, la pression maximum de l'effort baisse ou moins, et le seul qui est une courbe non parallèle sur l'ensemble de l'effort, c'est les bêta-bloquants, et le bêta-bloquant en termes de performance n'est pas toujours le bienvenu. Est-ce que traiter des pré-hypertendus, Framingham nous a dit que traiter les pré-hypertendus, ça pouvait être intéressant parce qu'il y avait un continuum dans le risque. C'est pas du tout retrouvé. C'est retrouvé dans Framingham parce que vous avez des populations qui ont 55 ans, 60 ans plus âgées et qui ont d'autres facteurs de risque. Dans le problème d'un modèle d'hypertension relativement isolé chez un sportif qui ne cumule pas un certain nombre de facteurs de risque, on n'a pas du tout de certitude. Et le seul papier qui avait été fait, c'était les Lyonnais, avec Milon qui avait repris toute sa patientèle, et vous voyez que ces pré-hypertendus, il ne se passe rien, et il nous rappelle que les pré-hypertendus vont mourir de cancer et pas de problème cardiovasculaire. Et ça n'a jamais été publié, parce que c'est à contre-courant de tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit, mais j'ai une grande confiance à ce petite présentation. Le seul modèle de traitement que je connaisse, alors il y en a peut-être d'autres si quelqu'un l'a fait, mais le seul que je connais, c'est l'étude Trophy, qui n'a pas fait beaucoup de bruit non plus,
Et donc on a traité des gens préhypertendus. Donc vous voyez ce tableau qui est assez original. On se traite pendant 4 ans. 2 premières années, placebo ou candesartan. Et pendant 2 années qui suivent, en double aveugle, placebo ou placebo. Et donc traiter des préhypertendus, et on suit ça sur 4 ans. Eh bien, quand vous traitez, vous abaissez la pression, donc là c'est exprimé en pourcentage d'hypertendus, ben, vous gagnez en pourcentage d'hypertendus, et au bout de 2 ans vous arrêtez, et vous voyez, l'effet disparaît, et vos patients reviennent à la case départ quasiment. Il ne reste plus qu'une petite différence de 15%. Quand vous l'exprimez sur un cut-off hypertendu, non hypertendu, et si vous regardez les chiffres de pression artérielle, vous voyez l'effet du traitement, vous l'arrêtez, ça remonte, et ça remonte inexorablement, et vous n'avez absolument rien gagné, que le temps du traitement. Vous regardez la deuxième chose qui est assez marrante, c'est qu'il y a toujours un petit effet au démarrage, les gens prennent des bonnes résolutions, la pression baisse dans les 2 bras, et puis ensuite, bien que ce soit des gens spécialement suivis par des grands spécialistes, vous voyez que quand vous ne mettez pas de traitement, il ne se passe rien, sauf que, enfin pas tout à fait rien, ça monte inexorablement. Donc que conclure? Eh bien en tous les cas, chez un sportif jeune, moi je ne mettrai aucun traitement. Ça, je serais relativement affirmatif. Et par contre, il y a un cas de figure où je ne sais pas bien répondre, c'est un hypertendu, donc il est en général moins jeune. Il est normalisé grâce à votre excellence, mais vous lui avez fait une épreuve d'effort pour une raison X, Y ou Z, et donc il est normotendu au repos, mais il a une pression très élevée à 220, 230 au maximum de son effort. Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je lui fais une recommandation? Est-ce que je mettrai un petit traitement ou pas? Donc là, il peut y avoir, si vous montez à des chiffres très élevés, alors 210 certainement pas, mais plus vous approchez du chiffre fatidique admis par tout le monde qui est 250, vous pouvez vous demander si vous chercherez à vous éloigner de ces 250. Et donc pour essayer de répondre à ça et essayer de ne pas mettre de traitement, parce que ça c'est mon but, je ferai une autre épreuve d'effort qu'un Bruce, parce que le Bruce n'a jamais été fait pour ça. Et on revient sur la physiologie, donc l'astran sur des paliers de 7 minutes, ça va certainement vous donner très simplement des chiffres de pression beaucoup plus bas et beaucoup plus rassurants. Et dans l'intervention, plutôt que des médicaments, je distribuerai les directs